Bienvenue sur la chaîne Mémorial Gaulois. Aujourd'hui, on plonge dans l'une des périodes les plus sombres et pourtant les plus fondatrices de l'histoire de France, les guerres de religion. C'est une époque où tout aurait pu basculer, où le royaume a failli disparaître. Et c'est justement dans ce chaos que l'idée même de la nation s'est forgée, dans la douleur, contre toute attente. C'est la question qui hante la France à la fin du XVIe siècle. Une interrogation terrible, une crise existentielle qui menace de la faire imploser, de la rayer de la carte pour de bon. Alors, comment en est-on arrivé là? Eh bien, tout commence avec un accident bête. En 1559, le roi Henri II meurt lors d'un tournoi. Sa disparition soudaine laisse un vide immense au sommet du pouvoir. Et ce vide, c'est la porte ouverte à toutes les ambitions, à la guerre civile. L'historien Étienne Pasquier l'avait bien vu, il disait « il y a deux grands camps par la France ». Et c'est exactement ça. D'un côté, on a la faction catholique, menée par les charismatiques ducs de Guise, de vrais stars militaires adulés par le peuple. De l'autre, le camp protestant, les huguenots, bien organisés, déterminés et menés par des nobles de très haut rang, les princes de Bourbon. Deux France face à face, prêtes à en découdre. Et qui se retrouve prise en étau entre ces deux blocs? La couronne, bien sûr, incarnée par des rois jeunes, fragiles, et surtout par leur mère, l'incroyable Catherine de Médicis. Son seul but n'est pas de choisir un camp, mais de faire survivre l'institution royale, de préserver l'État coûte que coûte. Pour essayer de calmer le jeu, la politique officielle, menée par le chancelier Michel de l'Hôpital, c'est celle de la modération, de l'équilibre. Une tentative de faire cohabiter les deux religions. Une idée qui semble pleine de bon sens, mais qui, dans le contexte de l'époque, va s'avérer absolument désastreuse. Cette phrase de Michelet, elle résume tout le drame. En voulant apaiser, en donnant des gages à l'un puis à l'autre, la couronne a en fait désarmé l'État. Elle a affaibli sa propre force, sa propre autorité, tout en laissant les factions s'armer jusqu'aux dents. En cherchant la paix, elle a involontairement préparé la guerre. Et cette politique mène tout droit à l'horreur. Ce qui devait être le symbole ultime de la réconciliation, le mariage entre le protestant Henri de Bourbon et la catholique Marguerite de Valois, va tourner au bain de sang. Un attentat contre le chef protestant Coligny, la peur d'une vengeance, la panique au sommet de l'État, et c'est l'engrenage infernal qui mène au massacre de la Saint-Barthélemy. Pas un complot mûri de longue date, non, mais une décision prise dans la panique la plus totale. On pourrait croire que le pire est passé, mais en réalité, le massacre a décapité le parti protestant, mais il n'a pas mis fin à la guerre. Au contraire. Il a fait naître une nouvelle menace, encore plus dangereuse, qui cette fois ne visait plus seulement les protestants, mais le roi lui-même. Le problème est devenu vertigineux. L'héritier légitime du trône, Henri de Bourbon, est protestant. Pour les catholiques les plus durs, c'est tout simplement impensable. Alors il crée la Ligue, une véritable machine de guerre politique et militaire pour l'empêcher de régner. Et en faisant ça, il ne s'attaque plus à une religion, il s'attaque au cœur même du royaume, sa loi de succession. Il faut bien écouter ce qu'il réclame. C'est bien plus qu'un programme anti-protestant, c'est un programme révolutionnaire. En voulant revenir au temps de Clovis, la Ligue veut tout simplement effacer des siècles de pouvoir royal. C'est une attaque frontale contre le roi Henri III et contre l'idée même de monarchie telle qu'elle s'est construite. Et le pouvoir de cette Ligue devient monstrueux, au point qu'en mai 1588, elle soulève Paris contre son propre souverain. Imaginez la scène, le roi de France, Henri III, obligé de s'enfuir de sa capitale, de s'échapper du Louvre en pleine nuit. C'est l'humiliation suprême. Son autorité est en lambeaux. Acculé, humilié, le roi comprend que les manœuvres politiques, les négociations, tout ça, c'est terminé. Le jeu normal est fini. Pour sauver ce qui peut encore l'être, pour sauver l'idée même de l'État, il va devoir commettre un acte terrible, un acte hors norme. Le roi est dans une impasse totale. Le duc de Guise est bien trop puissant, bien trop populaire pour être arrêté légalement. Alors Henri III choisit la seule option qui lui reste, aussi terrible soit-elle, la raison d'État. Il décide de frapper à la tête, d'éliminer son rival par l'assassinat. C'est un pari fou, un acte de rupture totale pour tenter de briser l'étau de la Ligue. Il n'oserait pas. Voilà ce que le duc de Guise a répondu quand on l'a prévenu du danger. Son arrogance, sa certitude d'être intouchable, ce sera sa perte. Ce fameux 23 décembre 1588, au château de Blois. Il a sous-estimé un roi aux abois, un roi qui n'était plus seulement un homme, mais l'incarnation d'un État en train de mourir. Ce coup de théâtre sanglant ne met pas fin à la guerre, loin de là. Mais c'est un tournant décisif. À partir de cet instant, le cours de l'histoire change radicalement.
Et juste après, il se passe quelque chose d'absolument inimaginable. Une alliance qui défie toute logique religieuse. Le roi catholique Henri III s'allie avec son successeur légitime, le protestant Henri de Bourbon. C'est un moment fondateur. Ils choisissent de faire passer la loi du royaume et la survie de la France avant leurs différends religieux. C'est le roi et son héritier contre les forces du chaos. Mais le fanatisme a la vie dure. Pendant le siège de Paris, Henri III est à son tour assassiné par un moine de la Ligue. Il meurt victime de la haine qu'il a tenté de briser. Et pourtant, dans sa mort, il accomplit son œuvre. Sur son lit de mort, son dernier geste est de confirmer Henri de Bourbon comme son seul et unique successeur. Il ne meurt pas pour sa foi ou pour un parti, il meurt pour une idée, la continuité de l'État, le respect de la loi fondamentale du royaume. Il se sacrifiait pour que la France ne meure pas avec lui. Finalement, le chemin de l'unité a été pavé par un roi qui a commis un acte terrible, puis qui a fait le sacrifice suprême de sa propre vie pour que la couronne revienne à son rival, mais à son successeur légitime. C'est dans cette tragédie que l'idée d'une France unie, au-delà des divisions, a pu survivre à la fureur des hommes. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous et n'hésitez pas à commenter la vidéo.